j'ai été enchantée et touchée par l'Amazonie et je suis dans cette lutte parce que c'est pas une lutte, c'est même pas une lutte pour la forêt, c'est même pas une lutte pour les peuples autochtones, c'est vraiment une lutte pour la vie. Je pense que ces années que j'ai vécues en forêt, ça m'a permis de prendre le temps de vivre, de se connecter à la beauté, à l'importance qu'est simplement vivre, parce qu'on oublie beaucoup dans nos sociétés, on vit tellement en automatique qu'on ne s'arrête pas pour penser, vraiment. Je m'appelle Audrey Parent, nous sommes ici à São Paulo, dans le parc Trianon Muspi, et je travaille aujourd'hui pour la protection de l'Amazonie et des peuples autochtones. Je suis promo 2007 et à l'ESSEC, j'ai participé de l'association Musical. Je suis rentrée à l'ESSEC parce que moi, ce que je voulais dans la vie, c'était voyager et apprendre les langues et pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire en rentrant à l'ESSEC. J'ai fait un apprentissage déjà de 2 ans, enfin 6 mois chez Technicolor à l'époque, une branche qui s'appelait Screen Vision, qui faisait la publicité au cinéma. Donc ça a fait 2 ans. Et après, quand j'étais en master, j'ai réussi à couper mon stage. J'ai fait une moitié en cabinet de conseil en développement touristique et une autre moitié dans une boîte au Chili, en Patagonie, qui organise des courses aventures genre Ironman en terre de feu, donc la région la plus sud des Amériques. C'était la première fois que j'ai pris la dimension de l'immensité de la nature et qu'il existait encore des endroits sauvages et intouchables. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très important. Et je me suis rendu compte à quel point, pour moi, ça faisait du sens d'être dans un environnement naturel et que c'était nécessaire. C'est ça qui m'a le plus marqué quand j'ai fait ces 2 stages. Une partie en bureau à Paris en cabinet de conseil et l'autre partie vraiment en Patagonie sur le terrain. Alors mon attirance pour l'Amérique du Sud, elle a commencé, je devais avoir 14 ans, quand il est tombé dans mes mains des livres de Carlos Castaneda sur les médecines traditionnelles et la spiritualité des peuples autochtones. Et j'ai toujours eu une grande curiosité sur toute cette cosmovision et cette vision du monde. Et je savais que je voulais venir ici pour en comprendre davantage. J'ai fini mon master et je suis partie en Patagonie, où là j'ai continué cette expérience d'organisation de courses aventure, de partenariat avec la World Conservation Society qui voulait créer une école d'aventure pour faire différents stages, aussi bien pour les entreprises que pour les enfants, pour tout ça. Donc j'ai passé 1 an en Patagonie, au bout d'1 an je suis rentrée et j'ai eu une proposition du cabinet de conseil de nouveau qui voulait développer son activité en Tunisie, à Tunis. Et donc ils m'ont envoyé pour développer leur business à Tunis. Et donc je suis partie presque 1 an aussi à Tunis. Un petit peu moins parce qu'au bout de quelques mois, le client principal tunisien, qui était un Français à Tunisie, ne payait plus. Et ils m'ont dit, malheureusement, je pense que la mission à Tunisie va se terminer, il va falloir que tu rentres à Paris. Et j'ai dit à mes supérieurs, je prends une dernière mission et puis ne comptez plus sur moi parce que je vais chercher autre chose. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu souhaites? J'ai dit je voudrais repartir en Amérique du Sud. Et puis 2-3 jours après, mon chef il rentre dans mon bureau et il me dit le Brésil, ça te plairait? Alors je lui dis je parle pas portugais, je parlais que espagnol puisque j'avais vécu au Mexique et au Chili, donc pour moi c'était évident d'aller sur un pays hispanique, mais je lui dis avec grand plaisir, c'est juste que je parle pas portugais. Et puis il me dit mets ton CV à jour, la semaine prochaine on a un rendez-vous. Et en fait, ce chef, il a travaillé pour le groupe Accor pendant des années au Brésil. C'est lui qui a lancé Accor au Brésil, presque. Et en fait, une semaine après, il y avait le CEO d'Accor qui était de passage à Paris. Et il m'a dit, prends ton CV, on va prendre un café. Et puis on commence à avoir une discussion. On me dit oui, pourquoi? Puis à la fin de la discussion, il me dit, écoute, tu as déjà un bon boulot, tu as déjà une expérience professionnelle, tu veux venir chez Accor, mais tu ne parles pas portugais. Moi, je ne peux pas te faire une proposition. Si tu viens chez Accor, tu vas commencer... je ne peux pas pouvoir donner beaucoup de responsabilités si tu ne parles pas portugais, quoi. Je lui dis oui, mais ça m'intéresse quand même. Okay. Il me dit écoute, dans 1 semaine, il y a le directeur du développement qui va être là, rencontre-le.
Et j'ai rencontré le directeur du développement d'Accor, avec qui c'est super bien passé, qui venait d'arriver il n'y a pas très longtemps non plus. Il avait besoin de personnes pour comprendre un peu le marché et l'aider à arriver. Et donc je suis arrivée au Brésil au début pour 3 mois, pour une mission de 3 mois. Parce qu'en fait, la boîte de conseil pour laquelle je travaille voulait aussi me garder. Donc ils m'ont dit, ah bah tu peux faire une mission pour nous quand même, hein. Et donc du coup j'ai passé 3 mois comme ça. Au bout de 3 mois, ils m'ont refait une proposition de 3 mois. Et au bout de 6 mois, ils m'ont fait une proposition ferme pour rester. Et donc j'ai travaillé au développement chez Accor pendant presque 7 ans. Donc les 2 premières années, je faisais plus de la coordination d'équipe, de l'équipe développement sur les études de marché, les business plans, tout ça. Après, j'ai été responsable de toute la région sud pour le développement d'Accor. J'étais responsable de l'hôtel, de trouver le terrain et l'investisseur, la signature du contrat jusqu'à l'ouverture de l'hôtel. Et les 2 dernières années, j'ai été responsable du M&A. J'ai commencé à prendre les fusions-acquisitions sur toute l'Amérique du Sud, donc des grosses opérations. Et c'était, on va dire, intéressant. Mais en fait, mes premières années chez Accor, comme j'étais dans le développement, j'étais toujours en train de voyager, d'aller voir des terrains, rencontrer des gens, rencontrer des investisseurs de la ville, je sais pas où. Ils nous fait visiter la ville et la nourriture locale. Et donc j'étais tout le temps un peu dans une... Pour moi, c'était une dynamique qui était très agréable. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être responsable de la partie fusion-acquisition, c'était un challenge. J'ai vraiment pris ça comme un challenge professionnel parce que je me rendais compte que j'étais français, j'étais jeune, j'étais une femme. Enfin, il y avait plein de raisons que... Et voilà, tout le monde me voyait ça comme une énorme opportunité. Et ah bon ah. Et j'ai fait ça quand même pendant 2 ans. Mais la dernière année, j'étais déjà partie de São Paulo. J'habitais déjà à 1 heure de São Paulo, dans une cabane, dans la forêt, sans porte, sans fenêtre. Avec ce rythme des fois, ça commençait à plus coller. Et puis voilà, jusqu'au jour où j'ai décidé de quitter le groupe Accor. Ça a été une grosse incompréhension par tout le monde, que ce soit ma famille, mes proches, les gens du boulot. Ils m'ont fait plein de contre-propositions. Et j'ai décidé de faire un break et de partir en voyage en Amérique du Sud. D'abord, pendant quelques mois, on a commencé à voyager par la route, enfin, pas en voiture, mais en avion, et après on passait par les routes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits qui étaient difficiles d'accès. Notamment, il y a une région dans le nord de l'Argentine qui a été classée patrimoine de l'UNESCO. Et du coup, les peuples locaux, ça a valorisé. Il y a une grosse spéculation immobilière dans la région. Et du coup, il y a plein de peuples autochtones qui perdaient leurs terres et qui perdaient leurs lieux de culte, qui devenaient des musées ou des lieux archéologiques. Et en discutant avec eux, parce que du coup l'idée c'était ça, c'était d'approfondir avec les populations autochtones. Parce que même en travaillant chez Accor, j'ai toujours eu ce lien et cette quête, cette recherche. Donc j'avais déjà beaucoup de contacts que je m'étais dit le jour où j'irais les rendre visite. Et donc j'étais rendre visite à des gens que je connaissais. J'ai rencontré un prof de cosmologie indigène qui nous a emmenés avec mon copain à l'époque dans différents événements. Et il nous a fait prendre conscience que leur lieu de culte était devenu un musée, qu'ils n'avaient plus d'endroit et qu'ils voulaient recréer un lieu pour eux tout en haut de la montagne. Et qu'ils avaient un grand défi parce qu'ils ne savaient pas comment amener le matériel, etc., etc. Et là, on s'est dit, on va revenir. On est rentré, on a acheté un Land Rover, un ancien Land Rover long dans lequel on peut dormir. Et on est retourné en voiture pour pouvoir monter le matériel et tout ça. Et de là, on a continué sur l'Amazonie. Et là, la plus grande rencontre de ma vie, je pense, c'est l'Amazonie. Je suis tombée amoureuse. Donc on a quand même terminé notre voyage. Mais on est reparti, aussitôt qu'on est arrivé, on a reparti, on a pris ce qu'on voulait emmener, notre chat, on est reparti en Amazonie. On a vécu pendant 1 an et demi. Et voilà, et là, c'est la rencontre avec la nature à l'état brut, c'est l'intensité de la vie sous toutes ses formes, c'est des rencontres avec des gens qui ont des connaissances, qui apprennent beaucoup plus que ce qu'on peut apprendre sur les bancs de l'école ou avec n'importe quel supérieur. Enfin, j'ai jamais appris autant de toute ma vie qu'avec eux sur la manière de vivre, le savoir, le bien-être et le bien-vivre, enfin, comme ils appellent. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on ne doit pas être bien juste nous-mêmes, il faut être bien aussi dans toutes ces relations pour être bien. Et puis aussi, la beauté de la nature sous toutes ses formes, les médecines et les spiritualités de la forêt, qui, je ne vous le cache pas, pour moi, ça a été des grands déclencheurs et des grandes prises de conscience et des grands moments de transformation aussi. Et puis cet état de présence que nécessite la forêt, la nature et l'état sauvage, puisque c'est à la fois paradis et enfer.
j'ai commencé à travailler avec des ONG locales, j'ai commencé à travailler avec les communautés directement pour développer la socio-bioéconomie de la région, c'est-à-dire les aider à vendre les huiles qu'ils pouvaient produire de la forêt. J'ai commencé à organiser du tourisme de base communautaire pour des Européens, des Français notamment, qui voulaient venir visiter l'Amazonie, mais qui voulaient vraiment rentrer plus en profondeur. Donc, toujours des petits groupes, on allait vraiment en forêt, etc. Et après, on a commencé un projet avec mon copain parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des rivières d'Amazonie où, à l'époque, il y avait la voile, les voiliers. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du moteur, en fait, ils ont complètement abandonné la voile. Et en fait, ça a été une des premières dépendances économiques de beaucoup de communautés. Ça pollue les rivières et surtout, ça a coupé la vie sociale de la rivière. C'est-à-dire que quand on entend les anciens, ils disaient « Oui, quand j'ai rencontré ma femme qui vivait au bout de la rivière », aujourd'hui, on n'entend plus ces histoires. Parce qu'il n'y a plus de vie sociale, puisque comme c'est très cher de se déplacer à cause de l'essence. Et donc, on avait un projet de relancer la voile, puisque ça fait pas très longtemps que ça a disparu, ça fait même pas une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc, on a acheté un petit bateau type optimiste et on a commencé à remonter la rivière Tapajós en petit bateau, un bateau de 2 mètres avec un sac à dos. Et on s'arrêtait pour dormir dans les communautés. Et on s'est rendu compte qu'on était très très bienvenus dans les communautés quand on arrivait. Et il y avait toujours un ancien qui avait une voile gardée quelque part. Les enfants, ils montaient à bord, ils prenaient le bateau. Eux, ils savent lire la rivière, ils savent lire le vent. Ils ont une connexion qui est différente. Et du coup, on a voulu faire ce mouvement de retour de la voile. Et la pandémie est arrivée. Et donc, on est rentré dans notre cabane, dans l'intérieur de São Paulo, où on habitait, qui est un endroit de famille à lui. Et là, comment on fait pour continuer à aider la cause maintenant qu'on n'est plus sur place? Et c'est là que je me suis dit, parce qu'en fait, je me suis un peu déconnectée. Tout ça, entre le moment où je suis sortie de chez Accor et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc pendant 5 ans, j'ai vécu. Je me suis donné le luxe de vivre. Et pour moi, ça n'a pas de valeur. Je veux dire, il n'y a aucun salaire qui n'aurait jamais payé. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Et ce que j'ai pu vivre avec ces peuples et avec la forêt, c'est quelque chose que, même si j'avais travaillé toute ma vie, j'avais accumulé beaucoup d'argent, j'aurais jamais pu m'offrir ce que j'ai vécu. Et donc je me suis retrouvée un peu dans la pandémie, donc j'étais quand même dans une ambiance naturelle, dans la forêt atlantique, comme vous avez pu voir, près d'Angra dos Reis et tout ça, donc c'est quand même très beau, mais comment on continue à aider la forêt? Et je me suis dit, Audrey, c'est peut-être le moment de faire un peu une rétrospective sur ton histoire et reconnecter avec peut-être le monde de l'entreprise pour éventuellement des aides pour des projets, peut-être déjà en Europe, parce qu'il y a aussi une grande sensibilité en Europe à toutes ces questions. C'est le moment de refaire marcher les réseaux, de se remettre derrière l'ordinateur. Et j'ai été contactée par un couple de France qui voulait monter une association pour la préservation de l'Amazonie. Et ils m'ont trouvé sur les réseaux, ils m'ont appelé et on a super accroché, ils m'ont expliqué leur projet. Et je me suis dit, c'est l'opportunité, parce que je voulais aussi reconnecter un peu plus avec la France, parce que je m'étais vraiment déconnectée. Donc malgré la pandémie, comme c'est des projets humanitaires, on a eu des autorisations de pouvoir voyager, donc j'ai vraiment beaucoup voyagé pendant la pandémie. J'ai été en terre indigène dans le Acre Uniqueen, où on a développé des projets d'agroforesterie et la création de puits à énergie solaire pour que des populations qui n'avaient pas accès à l'eau puissent avoir accès à l'eau. Donc ça, c'était pendant un mois, au mois d'août l'année dernière. Au mois d'octobre, je suis partie avec une délégation de 6 représentants indigènes en Europe pour qu'on aille à la COP, à la COI, au Parlement européen. On a fait des rencontres avec des politiques, des institutionnels, mais aussi notre idée, c'est d'aller dans les rues, c'est de rencontrer les jeunes. En Europe, on s'est rendu compte qu'à travers l'art, on arrive à passer beaucoup de choses. Et donc on a aussi amené beaucoup les chants, les médecines. Malgré que beaucoup ne soient pas légales en Europe, celles qui ne sont pas légales, on ne les a pas emmenées, mais on y a sensibilisé les gens aussi qu'il existe une autre réalité. Parce que pour moi, cette prise de conscience qu'il existe d'autres réalités, il existe sur Terre des gens qui vivent sur la même planète que nous, avec un concept complètement différent, et qui se donnent et qui vivent différemment, mais vraiment différemment. Et puis en décembre, janvier, je suis retournée dans les communautés pour continuer le programme d'agroforesterie, pour planter. On avait créé une pépinière pour planter tous les arbres qu'on avait plantés. Donc c'est une terre de 12 000 hectares où il y a 8 villages. Et après, j'ai continué à travailler avec eux, en fait, sur le programme d'agroforesterie. Aujourd'hui, on peut travailler par WhatsApp. La connexion n'est pas très bonne, et quand ils vont en ville, on échange, etc. Donc j'ai accompagné tous ces derniers mois le programme d'agroforesterie. On a planté plus de 4000 arbres. Et puis les contacts que j'avais faits au Parlement, les gens que j'avais rencontrés au Parlement, qu'on a pu sensibiliser avec ces rencontres. J'avais fait cette suggestion que ça serait intéressant qu'ils viennent voir sur place. Et là, je viens de terminer la mission de 10 jours avec eux
une partie à São Paulo et au Brésil pour rencontrer des politiques, des académiques, des scientifiques, des ONG, la société civile. Et puis 5 jours d'immersion en forêt, de rencontres avec les peuples autochtones, de bains dans la rivière, de marches en forêt. Voilà, ils ont rencontré les personnes qui leur ont raconté beaucoup de choses, mais ils ont aussi rencontré la forêt, la nature, tout ce qu'il y a de visible et invisible, qui a pu les enchanter. Et ils sont repartis, j'ai vraiment la sensation qu'ils sont repartis différents avec cette association qui s'appelle l'association Jiboyana, avec laquelle je travaille. On repart en octobre en Europe, 15 jours à Paris. On va organiser une grande marche pour l'Amazonie le 15 octobre. Et après 15 jours à Bruxelles, on va retourner au Parlement. Donc on va continuer toutes ces discussions parce que l'idée c'est de mettre des choses en place avec les parlementaires aujourd'hui pour que les voix des peuples autochtones soient écoutées. Donc c'est-à-dire c'est relayer toute l'information qui se passe ici, c'est les consulter et les inclure dans les projets de loi anti-déforestation, sur les accords économiques entre l'Europe et le Mercosur. Enfin, c'est être beaucoup plus proche. Et puis essayer au maximum aussi de prendre conscience en Europe qu'on est aussi responsable de tout ce qui se passe ici, que tout ce qui est soja, viande, bois, or, c'est des produits qui sont consommés en Europe et que le Brésil ne répond qu'à une demande et qu'il faut aussi peut-être qu'il y ait des lois, alors pas forcément des boycotts, mais en tout cas des réglementations qui permettent de limiter ces impacts. On sait tous que l'avenir de la planète est en danger. Donc cette lutte pour la forêt et pour les peuples autochtones qui sont les gardiens aussi de toute cette forêt, c'est une lutte pour nous tous, c'est une lutte pour la vie et voilà, c'est ça que je fais aujourd'hui. L'Amazonie, elle enseigne parce que j'étais venue avec plus de fringues que ce que j'avais besoin, des bouquins. Mais si on ne se sert pas des choses, ça moisit avec l'humidité, ça se décompose, les insectes y mangent. Enfin, tout ce qui n'est pas de l'utilité quotidienne, elle le prend. Donc elle enseigne beaucoup à vivre avec moi. Et je pense qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, je vis beaucoup plus simplement, mais pour moi, avec une qualité de vie qui est largement meilleure. Par exemple, je ne vis pas à São Paulo. Aujourd'hui, je ne vis malheureusement pas en Amazonie non plus, parce que j'en suis rentrée à la pandémie, mais je vais, je viens. Mais aujourd'hui, je vis dans la campagne, je plante, on vit en communauté. Enfin, j'ai une autre qualité de vie, mais qui est beaucoup moins chère, mais qui pour moi a une qualité énorme. Je m'alimente avec des aliments sains, qui sont plantés par mes voisins, qui sont plantés par moi. On vit en plein air, on prend nos bains dans les cascades. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ça le luxe, et pour moi, c'est ça la vie. Mais quand même, au bout de 5 ans, à un moment, il y a des angoisses qui viennent, on se pose la question, oui, mais bon, et puis mes parents aussi, parfois, c'est une source d'inquiétude. Et je leur ai toujours dit, mais vous inquiétez pas, parce que ce que je fais, c'est aussi un investissement sur moi. Parce que ce que j'apprends ici, je l'apprendrai nulle part. Et ce que je vais savoir, il ne va pas y avoir tant de gens que ça qui vont savoir le faire. Et je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir valoriser. Quand on fait ce qu'on aime, on le fait avec le cœur, on le fait avec passion, on le fait bien. Il y a forcément un moment ou un autre où ça paye et c'est reconnu. Et moi, je m'attends, des gens commencent à venir. Il y a l'association Jiboyana qui s'est créée, qui est venue. Je me suis rendu compte quand j'étais en Europe, quand j'étais à la COP, l'intérêt que les gens ont, l'envie de discuter. Ce contrat avec le Parlement, par exemple, là oui, c'est une vraie mission. J'ai été rémunérée, j'ai été bien rémunérée. C'est comme ça que j'arrive à vivre. Et après, il y a plein de petites choses que je fais aussi. Par exemple, je suis en contact avec les communautés. Donc, on va dire pour le quotidien, ça m'est arrivé. Mon ancien copain était chapelier, donc il vendait des chapeaux, qui faisait beaucoup avec des matières naturelles, des fibres naturelles qu'on a beaucoup étudiées en Amazonie. Donc il faisait les marchés. Donc moi, je profitais de ces moments. C'était pas les marchés, c'était plus des événements un peu alternatifs. Et donc moi, j'en profitais pour revendre des choses des communautés. Je revendais différentes huiles, parce que je me suis toujours intéressée aux plantes. Je distillais, j'ai appris la distillation. Je revendais des huiles essentielles que je distillais. Je revendais beaucoup d'art indigène, parce que je suis tombée amoureuse de l'art indigène. Donc je revendais pour aider les communautés et pour payer les petites dépenses du quotidien, on va dire. Donc on va dire ce que j'avais économisé quand j'étais dans l'entreprise, je l'ai encore aujourd'hui en fait, parce que c'est plus une préoccupation pour le futur si on se dit ah oui, si je continue comme ça et qu'à un moment j'ai besoin. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, ça paye aussi en fait, c'est l'abondance, c'est naturel en fait. Quand tu vis en Amazonie, ce qui est difficile à un moment, c'est qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Parce que pour eux, il y a beaucoup de choses qui existent.
Et au début, on arrive, on se dit « Ah, c'est intéressant, c'est les traditions, c'est la culture, on pose des questions », jusqu'à ce que ça devienne réel dans le quotidien. C'est-à-dire que par exemple, j'étais dans une famille, ils prennent beaucoup leur bain dans la rivière. En général, ils ont chaque petit coin de rivière, c'est là où ils vont prendre leur bain, tout ça. Donc j'étais chez une famille, je prenais toujours mon bain dans un coin de la rivière. Puis un jour, je vois un gros truc qui saute. Bon, je leur pose la question « Ah, c'est quoi les gros animaux ? J'ai vu un truc qui a sauté. » « Ah, mais c'est des crocodiles. Ah, c'est des crocodiles. Ah. Et il y en a beaucoup. Ah bah oui, et particulièrement ici, parce que mon grand-père, quand il voit des petits crocodiles pour pas qu'ils soient chassés, en général, il les met. Donc ici, il y a beaucoup de crocodiles. Ah, et pas de problème pour prendre son bain. Ah bah non, parce qu'ici, donc son grand-père qui était un paget, qui est comme un chaman, un guérisseur, il a, je sais pas comment on pourrait dire, béni, fait sa bénédiction, qui s'est protégé. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ton bain. T'inquiète pas, c'est protégé par mon grand-père. Et voilà, et là c'est le genre de moment où tu es avec eux, tu peux pas prendre ton bain parce qu'en plus ils trouvent que souvent ils disent que les blancs on prend pas, tu vois, on se lave pas autant qu'eux et tout, et genre tu viens pas manger si t'as pas été prendre ton bain. Et toi tu es là au bord de la rivière et tu dis non, il y a plein de crocodiles, mais c'est protégé, c'est protégé, c'est protégé. Et c'est ça en fait, c'est que quand on vit avec eux, au bout d'un moment, la foi il faut la trouver au fond de soi parce que c'est notre vie qui dépend de ce à quoi on va croire, quoi. Pour communiquer avec eux, même si on parle la même langue, parfois ça peut être un peu difficile parce qu'il y a quand même, eux ils ont une certaine réserve parce que tout dépend de l'histoire de la colonisation qu'ils ont eue, mais c'est difficile qu'ils aient confiance parce qu'ils ont toujours peur que d'une manière ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui le massacre au Brésil il continue, je veux dire, il y a des indigènes tous les jours qui sont tués encore aujourd'hui, enfin je veux dire, il y a un génocide qui est encore au Brésil, une colonisation qui ne s'est jamais terminée. Et ça c'est très important parce que les parlementaires ont pu rencontrer des indigènes cette semaine qui parlaient de, il y a une semaine, ils ont perdu leurs frères par balle, par les fermiers, enfin c'est une zone de conflit où les droits humains sont bafoués au Brésil. Et en fait, parfois il peut y avoir cette certaine distance, mais c'est quelque chose qu'on casse à partir du moment où on revient à l'état d'être humain. On est ni plus ni moins. Voilà. Quand on communique à l'état d'être humain en toute authenticité, je veux dire, c'est pas et qu'on arrive à être empathique et authentique, même si on n'a pas une langue commune parfaite, il y a une compréhension qui se passe, il y a un dialogue qui se crée. Et je pense que c'est ça la principale. Bon, bien sûr, la langue commune, mais je veux dire, c'est même si on a la même langue, c'est pas pour ça que le dialogue se fait. Aujourd'hui, les jeunes, il y en a beaucoup qui sont liés aux réseaux sociaux et à la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand problème de désinformation. Et je pense que relayer les informations, c'est déjà, ça paraît quelque chose de tout petit, mais c'est déjà énorme. Parce qu'ils ont du mal à être entendus. Et pourtant, aujourd'hui, le contenu, il existe. Donc, c'est peut-être relayer des informations. Il y a toujours une question financière aussi, il y a toujours des besoins financiers. Mais après, c'est pas forcément... Moi, les plus importants besoins financiers que je vois aujourd'hui, bien sûr, il y a des besoins de créer des puits pour accès à l'eau potable, etc., etc. Mais je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'ils puissent être capables d'occuper les espaces, tout type d'espace, l'université, les espaces politiques, les espaces... pour pouvoir être entendus, parce que personne d'autre mieux qu'eux peut dire ce qui se passe. Et donc parfois c'est les aider à arriver à ces endroits. Donc il y a deux choses, c'est l'aspect logistique, et un autre truc qu'on voudrait penser à mettre en place, c'est par exemple les aider à apprendre l'anglais, en tout cas les leaders. Je pense que c'est valoriser leur art et leur savoir aussi. Aller à leur rencontre, pourquoi pas. Je pense que le conseil que je voudrais donner, c'est peut-être de déjà prendre le temps et essayer de ne pas rentrer dans un moule qui est proposé et d'essayer d'avoir leur propre réflexion sur qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que je veux pour moi au quotidien, parce que ma vie, j'en ai qu'une et pour elle, je veux le meilleur. Qu'est-ce que c'est le meilleur pour moi? Et d'avoir le courage d'aller dans la direction de ce qu'on croit qui est le meilleur pour nous.
et de pas se laisser dominer par la peur du manque, la peur de ne pas être conforme, la peur de... Parce que je pense que le vrai bonheur, c'est quand on est vraiment aligné avec ce qui nous rend pleinement et sincèrement heureux. Et ça, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir nous donner la réponse ou un modèle, c'est quelque chose qui est très très personnel. Et je pense que c'est la quête de soi, la connaissance de soi, qui permet de trouver le meilleur chemin, qui est vraiment individuel à chacun. Mais je pense que c'est cette réflexion personnelle qui est nécessaire et que parfois, quand on sort de l'école, on s'engouffre dans des carrières professionnelles très, très prenantes et on oublie de penser. On oublie de penser à ce qui est important. On laisse les autres nous faire croire ce qui est important. Et ce qui est important pour un n'est pas forcément important pour l'autre. Donc je pense que la connaissance de soi, c'est un élément qui est primordial.